Le thème principal de notre convention est pour une prise de conscience face à l'injustice sociale, la première du genre dans l'histoire de la diaspora congolaise. Messieurs, chers compatriotes, au nom de notre organisation, la Ligue panafricaine Umoja, je voudrais d'abord remercier le ROC d'avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre, mais aussi d'avoir pensé à nous associer comme intervenants à cette convention. C'est avec un grand plaisir et une grande modestie que je viens à cette réunion. Le thème de mon exposé est le panafricanisme face au fléau de la corruption et de l'injustice sociale en Afrique. Ce qui revient à traiter en fait de la question de savoir comment se débarrasser de l'État corrompu et oligarchique france-africain pour rétablir un ordre social plus juste, équitable et défendant incontestablement les intérêts du peuple africain. Comment donner à chaque citoyen sa chance en privilégiant le mérite plutôt que les basses préférences ethniques combinables de solidarité du gang? Et quelle réponse donne le panafricanisme à toutes ces questions? Il faut savoir qu'aujourd'hui, au classement des pays les plus pauvres, ayant les élites politiques les plus corrompues, les pays de l'Afrique dite francophone figurent en très bonne place parmi les têtes de liste. Cet état de fait n'a rien d'une fatalité, puisqu'il ne procède pas de quelques dispositions naturelles des Africains à la corruption ou à la pauvreté. Au contraire, ces causes fondamentales doivent être recherchées dans l'origine même des pouvoirs publics qui sévissent dans les pays visés depuis les fameux soleils de l'indépendance. Nous allons parler de corruption. Un pouvoir corrompu, un pouvoir usurpé est un pouvoir corrompu. En effet, l'accession au pouvoir d'État par effraction, selon des voies tortueuses, a fortiori criminelles, est une caractéristique majeure des régimes politiques en place en Afrique, particulièrement dans le pré-carré france-africain. De telles modalités d'accession au pouvoir, ou plus exactement, d'usurpation du pouvoir d'État, disposent nécessairement leurs auteurs à régner avec cynisme sur les peuples africains, à s'en servir plutôt qu'à les servir, au détriment d'une gestion honnête et efficace de la République. En Afrique, donc, les conditions illégitimes d'accession au pouvoir inclinent le régime politique à la corruption et aux inégalités sociales, dans la mesure où de tels régimes n'ont aucunement vocation à s'occuper des affaires publiques, mais plutôt à servir des intérêts impérialistes étrangers, en entretenant pour ce faire une clientèle locale, souvent tribale, gavée sur le dos de l'État. Il faut savoir aussi, pas de corrompus en Afrique sans corrupteurs en Occident. Les pays occidentaux, prétendument démocratiques, sont tous des pays dont le pouvoir public est asservi à une oligarchie financière occulte, voire secrète, qui instrumentalise les moyens d'État, diplomatie, économie et surtout militaire, à la poursuite des intérêts capitalistes sur l'économie, la finance, la politique et les médias. L'instrument privilégié de cet asservissement consiste dans la corruption de l'élite politique,
militaires, journalistiques, voire universitaires. Les pays occidentaux sont donc les pays les plus corrompus qui soient, où la corruption de l'élite est un mode de régulation systémique du pouvoir d'État. Ainsi, la corruption constatée en Afrique est une excroissance du système occidental de la corruption des élites par l'oligarchie impérialiste capitaliste. Cette corruption en Afrique ne se comprend pas sans les corrupteurs occidentaux d'une élite africaine cooptée pour servir les intérêts locaux de ces puissants parrains de la communauté internationale. La cooptation d'une élite africaine asservie au capitalisme impérialiste a pris une tournure particulière au cours des années 1990, période des conférences nationales. En effet, afin de contrer en Afrique les velléités démocratiques populaires suscitées par la désagrégation de l'URSS et de la chute du mur de Berlin, l'oligarchie financière occidentale a promu sur l'échiquier politique local des technocrates africains qu'elle employait au sein des institutions affiliées comme le FMI et la Banque mondiale. Exemple, Nicéphore Soglo au Bénin, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, André Bilongo au Congo-Brazzaville. Ce procédé fait désormais recette en Europe méridionale, Italie, Grèce, Espagne, par exemple, où des cadres de grandes institutions financières remplacent mystérieusement les élus politiques, sont passés par les urnes en vue d'appliquer dogmatiquement des politiques économiques vomies par les populations, mais conformes aux intérêts de la finance globale. La souveraineté nationale, arme anticorruption. On appelle souveraineté nationale le droit que se donne à elle-même une nation de décider et d'agir en son propre nom et pour son propre compte, sur son propre territoire et partout ailleurs, en toute autonomie à l'égard de tout acteur étranger. Par conséquent, un pouvoir d'État souverain est d'une part un pouvoir émanant d'une volonté souveraine de la nation, d'autre part un pouvoir autonome à l'égard des acteurs exogènes, notamment vis-à-vis de l'oligarchie financière occidentale, souvent localement représentée par les ambassades euro-américaines et leurs firmes multinationales. Une élite politique africaine qui accéderait au pouvoir d'État grâce exclusivement à ses propres qualités et compétences politiques reconnues, comme telles par les nations africaines, serait beaucoup plus difficile à corrompre par les protagonistes étrangers auxquels elle n'aurait rien à devoir quant à l'évolution de sa carrière politique. Au cours de la décennie 2000 en Amérique du Sud, des régimes politiques souverains ont progressivement succédé aux dictatures politico-militaires soutenues par les multinationales euro-américaines, notamment au Venezuela et plus récemment en Bolivie. Ces nouveaux pouvoirs d'État sud-américains, dits bolivaristes, issus de la volonté nationale souveraine, ont accompli les plus importants progrès jamais attestés dans cette région du monde en matière de santé, emploi, éducation, logement, justice sociale et redistributive, du produit de l'exploitation économique des ressources nationales, exemple des hydrocarbures. Ces exceptionnelles performances sud-américaines contrastent sérieusement avec l'aggravation de la pauvreté et du chômage en Europe et aux États-Unis, pourtant donnés pour modèle de société. Cette expérience historique en cours en Amérique bolivariste
prouve indéniablement aux Africains que seuls des pouvoirs d'État souverains, notamment à l'égard des multinationales occidentales, des anciennes puissances coloniales et des puissances de l'argent, peuvent leur garantir un meilleur partage des richesses de l'Afrique entre les Africains pour le bien-être et l'épanouissement de chaque fils du continent mère. Parlons de l'injustice sociale. Nous parlerons d'injustice sociale lorsque toutes les personnes d'une société ne disposent pas du même accès aux équipements et aux services, lorsque les citoyens sont traités différemment, ce qui va avantager une classe sociale, un groupe ou une personne par rapport à d'autres citoyens et conduirait à établir des hiérarchies sociales. En Afrique, l'injustice sociale se manifeste trop souvent par la préférence ethnique ou régionale, la solidarité sans réserve à un groupe de proches. La question de l'injustice sociale est liée à celle des hommes qui nous gouvernent, mais aussi à la capacité de nos États à répondre efficacement aux défis que pose la structuration du monde aujourd'hui. Aussi, pour en éradiquer les causes, il faut répondre aux besoins de sécurisation du peuple. Besoin de sécurisation au niveau économique. En effet, malgré les grandes richesses du sol et du sous-sol que regorge le continent africain, l'Africain est aujourd'hui, sur la planète, celui qui subit les conditions sociales les plus dégradées. Plusieurs facteurs concourent à cette dégradation. Le pillage continu des ressources naturelles du continent africain, avec à la clé les conflits armés, le fondamentalisme religieux, les volontés de puissance et autres phénomènes. L'accaparement des terres africaines par les grandes firmes multinationales d'agrobusiness, avec la complicité des pouvoirs en place, freinant ainsi l'élan de l'agriculture familiale et exacerbant les conflits fonciers et les finalités de l'aide qui renforcent la domination des pays africains par les grandes institutions financières internationales et ne favorisent pas un réel développement de l'Afrique. 50 ans d'aide au développement, 50 ans de dépendance économique renforcée, 50 ans de souveraineté aliénée. La privatisation sauvage des entreprises publiques dans plusieurs pays africains sous l'influence des institutions financières internationales ou pour masquer l'incapacité des politiques nationales à assurer leur bonne gestion. Les conditions difficiles de vie et de travail des femmes dans plusieurs pays africains, les accords internationaux injustes qui favorisent les multinationales au détriment des producteurs locaux. Peut-on prétendre développer dans ces conditions une économie capable de se hisser au niveau de celle des États-continents, comme l'Inde, la Chine, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, et sans la souveraineté monétaire? Aujourd'hui, se constituent dans le monde entier des grands ensembles économiques et politiques. Les pays d'Europe de l'Ouest ont compris depuis longtemps qu'ils ne pesaient pas pris individuellement face aux États-Unis d'Amérique, 50 États fédérés. Ils se sont regroupés depuis les années 50 et aujourd'hui, ils forment un bloc de 28 avec la Croatie qui vient d'adhérer ce 1er juillet 2013. En Amérique, il y a le Mercosur, marché commun d'Amérique du Sud, l'ALBA, Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique. En Asie, il y a l'ASEAN, Association des nations d'Asie du Sud-Est. Ces pays comme nous ont été victimes au début des années 90 des institutions financières internationales.
Ils ont cependant eu des dirigeants patriotes qui ont compris à quel point les thérapies qui leur étaient imposées étaient néfastes. Ils ont renoncé aux remèdes des institutions financières internationales et ont retrouvé une certaine prospérité, sans demander l'aide des États-Unis ni même de l'Union européenne. Seule l'Afrique berlinoise reste saucissonnée dans des micro-États qui rêvent chacun de devenir libre et indépendant, entre griffes, pour ne pas dire pays émergent, entre griffes, pour reprendre un vocable à la mode. La solution globale à cette injustice est et sera nécessairement panafricaine. Il nous faut œuvrer pour une politique économique qui défende les intérêts de notre peuple, à commencer par transformer nos matières premières dans nos États. Pour cela, il faut constitutionnaliser la transformation des matières premières et doter le continent d'une monnaie unique africaine. Sortir enfin de la zone continentale. En effet, la mise en place d'une monnaie unique africaine va permettre d'harmoniser les économies au sein des anciens territoires berlinois, de faciliter les relations commerciales entre Africains, d'assurer à l'État fédéral africain les moyens de ses ambitions continentales et internationales et assurer la prospérité des populations grâce à une révision des politiques fiscales et douanières. Besoin de sécurité au niveau de l'éducation et de la formation. Dans la plupart des pays africains, l'éducation n'est toujours pas accessible à tous. Par ailleurs, l'orientation générale et le contenu de l'enseignement ne permettent ni de former des diplômés adaptés au marché africain du travail, ni de fournir les armes intellectuelles et culturelles susceptibles d'aider à la construction psychologique du citoyen africain fier et digne, conscient de son rôle dans la société et capable de faire face aux défis de son temps. Sur la recherche scientifique, si on trouve des centres et des instituts de recherche ici ou là, il n'existe pas de politique de recherche régionale ou même nationale. Ce qui revient à dire que la recherche africaine ne participe ni à l'innovation, ni à la création de richesses et d'emplois. La négligence et l'incompétence de plusieurs gouvernements africains à la préparation et à la promotion de la jeunesse pour assurer la relève est manifeste. Le manque de synergie entre universitaires, chercheurs et entreprises est criard. Peut-on prétendre développer le continent sans un système universitaire et une politique de recherche scientifique à la hauteur des enjeux? La solution globale à cette injustice est et sera panafricaine. Besoin de sécurité au niveau de la santé. Le manque des politiques nationales pouvant permettre aux malades atteints du VIH-Sida d'accéder aux antirétroviraux et autres traitements de leur maladie. Les politiques nationales moins favorables à une protection sociale pour tous dans plusieurs pays africains. La difficulté pour plusieurs millions de personnes d'accéder à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, au logement décent, à la nourriture, à la scolarité, au transport en commun, à un salaire décent, à la terre. Peut-on développer une recherche scientifique sur les pandémies dont souffrent les plus défavorisés des Africains, là où les plus nantis peuvent s'assurer une sécurité sanitaire privée? La solution globale à cette injustice est et sera nécessairement panafricaine. Enfin, besoin de sécurité physique et politique. Les guerres et les mouvements armés qui déstabilisent le continent et particulièrement la République démocratique du Congo, le Mali,
la République centrafricaine, le Soudan, et qui crée des divisions et des inimitiés entre les peuples, renforce ainsi davantage la misère de plusieurs milliers de personnes. Face aux atteintes à l'intégrité physique de certains, d'autres violent les règles de droit en toute impunité. Le déni de droits de l'homme, attesté par de nombreux assassinats et formes d'intimidation, le citoyen n'est pas aisé de s'exprimer librement en politique. Les entorses aux libertés de tout genre, pour certains, représentent une des plus grandes injustices dont les conséquences vont jusqu'à l'exil forcé des Africains. C'est le continent qui se trouve alors dépossédé de ses filles et de ses fils, formés mais arrachés à leur continent pour servir dans d'autres pays. La question de l'impunité a en outre permis de violer le droit international et la souveraineté de plusieurs pays africains, comme le Libéria, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Peut-on prétendre développer un état de droit sur le continent, là où l'impunité est devenue la règle pour les plus puissants? La solution globale à cette injustice est et sera nécessairement panafricaine. En conclusion, les gouvernements africains, dans leur grande majorité, ont montré leur incapacité à développer le continent. L'économie et l'emploi sont en panne depuis des lustres. L'élite au pouvoir vend à l'emporte-pièce les matières premières du pays et maintient le peuple, faute de financement et d'investissements sociaux de promotion, dans la pauvreté. L'élite au pouvoir vit donc bien, mais au détriment des intérêts et de l'avenir du peuple. Elle n'aura pas fait sienne la pensée de Thomas Sankara, qui aura marqué l'histoire par sa modestie, car il est mort pauvre, à la différence des autres chefs d'État qui viennent au pouvoir pour se servir et non de servir le peuple. La corruption en Afrique est le fait des régimes politiques corrompus. Mais il n'existe pas de corrompus sans corrupteurs. Les biens mal acquis des potentats africains ont pour receleurs les pays occidentaux qui abritent ce patrimoine luxuriant issu du pillage économique ininterrompu de l'Afrique, sans compter tout l'argent africain qui se trouve au trésor public français dans des comptes d'opération dont les Africains eux-mêmes ne connaissent pas le montant. Aussi, convient-il de souligner que la corruption en Afrique est la fille d'un système occidental séculaire de corruption de l'élite politico-militaro-médiatique, par une oligarchie financière toute puissante. La domination du pouvoir politique par le pouvoir monétaire est une réalité très prégnante en Occident, qui s'est répandue sur les régions du monde passées sous le joug politique de l'impérialisme capitaliste. Une lutte efficace contre ce fléau et ses corollaires, notamment les inégalités socio-économiques, exige la reconquête ici et maintenant de la souveraineté politique pleine et entière des nations nègres. Cette exigence est une préoccupation fondamentale du panafricanisme. Souveraineté monétaire, souveraineté militaire, souveraineté de l'exécutif, souveraineté du législatif, mais aussi souveraineté en matière de programme d'éducation nationale visant à promouvoir les valeurs d'unité, vérité et justice. De ce point de vue, les considérations hérétiques comme la bonne gouvernance, les élections libres et transparentes, qui reconduisent le même système de corruption, ou a fortiori la démocratie ultralibéraliste, imposée à coups de bombes criminelles, ne constituent aucunement un antidote à ce dont elles sont la cause fondamentale majeure. Les politiques publiques sont donc responsables des problèmes d'injustice sociale, car
Elles brillent par leur impuissance à lutter contre les inégalités. Bien au contraire, les interventions publiques concourent paradoxalement à aggraver l'injustice sociale. Il faut savoir qu'aucun peuple ne peut indéfiniment se résigner au pillage de ses ressources humaines, foncières, halieutiques, minières, tous les moyens nécessaires à sa libération définitive. L'usurpation de la souveraineté politique des nations africaines par l'impérialisme est la cause systémique première de la prolifération en Afrique d'une élite servile, cynique et corrompue. Contre une telle prolifération funeste, le panafricanisme est la seule véritable voie idéologique et programmatique. Le panafricanisme est le seul mouvement intellectuel, socio-politico-culturel séculaire qui prône depuis toujours l'unité du peuple noir, notamment à travers une reconnexion du continent mère avec sa diaspora. Il propose le cadre politique le plus efficace, l'État fédéral, contre toutes les formes d'immixtion et d'agression étrangère en Afrique. Le panafricanisme constitue en soi le rempart idéologique le plus sûr contre la corruption des élites panafricaines et son corollaire, la prolifération des inégalités socio-économiques. Umoja ni nguvu, je vous remercie.